Prime Minister, any response to Mr. O'Toole's speech this morning? He says you're putting your own interests ahead of the country with your throne speech. We're focused on fighting climate change, we're focused on growing the economy, we're focused on reconciliation, the kinds of things Mr. O'Toole should be focused on. Instead, he's focused on getting exemptions for his MPs. That doesn't make much sense. These gas problems. What about the price of milk? Pourquoi le Parlement est prêt alors qu'on a 20 000 personnes dans les arénas de hockey? Comment ça fait du sens de ne pas vouloir... Oui, c'est pas la même affaire. C'est avec une match de hockey. Il n'y a pas de personnes qui voyagent, qui viennent de n'importe quelle place du pays. Ici, nous sommes ici pas pour 3 heures. Nous sommes ici pour une longue journée, pour plusieurs jours. Et toutes les personnes viennent partout au pays. Alors, ce n'est pas la même affaire. Et c'est aussi une situation ici où c'est obligatoire pour les députés de travailler. Et s'il y a une personne qui est vulnérable dans le sens de santé, ce n'est pas une option. S'il n'y a pas une option de hybride, la personne doit travailler ici avec une match de hockey. Ça, c'est une option d'aller au match de hockey ou de regarder le match au TV. Vous voulez garder ça pour toujours, l'hybride? Non. C'est important d'avoir le système hybride maintenant. Dans le contexte actuel, il y a une pandémie. La pandémie, ça continue. Alors, c'est important d'avoir le système hybride maintenant. Après la pandémie, c'est une bonne question, mais j'ai aucune idée. Fast-track committee building to get 4 bills passed in 4 weeks? Look, I think we're committed to working with all the parties to make sure that Parliament moves forward, to make sure that the committees are established, to make sure that all of the machinery of government is put to the back of getting the job of these bills and the other work Parliament has to do to get it done. Voulez-vous changer votre position concernant les conservateurs qui obtiennent des exemptions médicales? Pensez-vous encore que certaines sont illégitimes ou est-ce que vous leur faites confiance et au sergent d'armes? J'ai une question claire pour M. O'Toole. Combien de députés conservateurs sont vaccinés? Combien de députés n'étaient pas vaccinés? Et si le nombre, le chiffre est plus grand que 1, si c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, c'est pas logique, pas du tout. Alors, c'est clair dans le projet de loi que c'est pour un médecin, le médecin doit vérifier si l'exemption médicale est acceptable. Et c'est vraiment une exemption légitime. Vous espérez quand le vote sur cette motion? Oui, j'espère. Pardon, ça dépend de la Chambre de communes. Alors, il va y avoir des débats et ça va commencer. Oui, le débat, ça va commencer aujourd'hui, mais ça dépend dans les autres partis. Mais c'est important d'arriver à une décision aussitôt que possible, parce que c'est vraiment une situation de sécurité et santé. Why should Canadians expect you to cooperate on this legislation when you can't even get Mr. O'Toole to tell you how many MPs are not vaccinated? My position is clear. I'm going to be reasonable, I'm going to be logical, and I'm going to negotiate always from that frame. It's up to the other opposition leaders to comport themselves how they wish. Thank you. On verra, mais c'est important qu'on travaille productivement, mais c'est aussi important qu'on protège la santé des députés. Alors, c'est ça que je pense. Je pense que c'est important qu'on trouve un moyen de travailler productivement, mais c'est aussi important qu'on protège la santé des gens et j'ai confiance qu'on va trouver la balance appropriée. Donc la balance, ça veut dire un format hybride? On va voir. Mais s'il y a 20 000 personnes dans des arénas, pourquoi on n'aurait pas 338 députés qui travaillent ici? Bien, écoutez, je vais pas commenter sur les décisions du gouvernement provincial à l'Ontario, mais ce que je vais dire, c'est que, encore une fois, ma priorité, c'est de représenter effectivement mes commettants dans la comté d'Etobicoke-Centre, et c'est ça que je vais faire. Et je veux m'assurer qu'on va pouvoir faire ça, que tous mes collègues députés pourront représenter effectivement leurs commettants. Mais en même temps, il faut s'assurer, pour faire ça, et pour respecter les gens, il faut avoir des règles qui nous protègent. Et alors, j'ai confiance qu'en travaillant ensemble, on va accomplir ce but.
question sur l'Ukraine, si je peux, surtout parce que vos compétences, ça les intéresse aussi. Qu'est-ce que vous pensez des récentes offensives en Russie? Qu'est-ce que le Canada peut faire? Je pense que le Canada a pris des mesures très importantes, très fortes sous notre gouvernement pour supporter l'indépendance, la souveraineté de l'Ukraine. Ce qui se passe, ce que le gouvernement de Vladimir Poutine est en train de faire, c'est très inquiétant. Il y a presque 100 000 soldats qui sont massés sur la frontière ukrainienne. Comme vous savez, il y a quelques années, la Russie a envahi la Crimée, a envahi l'est de l'Ukraine, et cette guerre continue jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui. Donc, mais le Canada continue à premièrement supporter l'Ukraine publiquement dans l'aréna internationale avec nos alliés. Et aussi, on a beaucoup de sanctions qu'on a imposées sur le gouvernement de Vladimir Poutine et les gens autour de lui. Et les mesures comme ça, il faut les continuer pour s'assurer que l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine est protégée et qu'à la fin, la Russie sort de l'Ukraine. Merci beaucoup. What I said in French was that I think it's important that we come to the solution that allows us to be productive, to effectively represent our constituents, while at the same time making sure that we're protecting each other's health. And I'm confident that we'll come to a solution that allows us to do that. Thank you very much. Merci. Bonjour, M. Garneau. Peux vous parler un petit instant? Content de vous voir, d'abord. Ben, je suis content de vous voir. Oui, vraiment. Il y a bien des rumeurs qui vous envoyaient comme ambassadeur à Paris. Je ne vais pas à Paris, je reste ici. Vous n'allez pas à Paris, vous n'allez pas comme ambassadeur nulle part? Je vais rester ici et faire ma job comme le député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Ça vous déçoit de ne pas être dans le cabinet? Je veux travailler pour mes commettants et puis ça me donne beaucoup de satisfaction personnelle, c'est pour ça que je reste. Merci. J'ai toutes sortes de raisons. Merci. Monsieur Rodriguez, vous étiez à l'aise avec le niveau de français de la gouverneure générale hier? Ça vous a pas mis... Moi, j'ai vu quelqu'un qui fait des efforts et qui pourrait peut-être être un exemple aussi pour d'autres. Mais pour une job comme celle-là, vous ne pensez pas que ça prend peut-être plus que des efforts? C'est pas une petite job, là? Est-ce que ça ne prenait pas quelqu'un qui est capable de parler au... De ce que je comprends, il suit des cours très intensifs de français. De 74 je suis content des efforts qu'elle a fait. Est-ce qu'on voudrait qu'elle soit parfaitement bilingue? Dans un monde idéal, oui. Elle parle déjà 2 langues, elle fait des efforts. Contrairement à d'autres, d'ailleurs, qui n'en ont pas fait. Donc, Monsieur Rodriguez, Monsieur Rodriguez, la PCRE étudiante, est-ce qu'on va voir ça dans le projet de loi sur les aides pandémiques? La PCRE, pardon, des artistes. L'aide transitoire aux artistes, on travaille là-dessus. Là. J'ai eu des discussions avec mes homologues d'autres partis, j'ai eu des discussions avec mes fonctionnaires, et c'est une priorité absolue parce que au niveau de la relance, c'est pas tout le monde qui est sur le même pied, puis le secteur culturel a souffert plus que d'autres. Je veux savoir ce que vous pensez de la situation en Ontario concernant la loi 21. Il y a le gouvernement qui a payé pour la production d'une vidéo pour des écoles qui dit que la loi 21 au Québec, c'est un exemple éloquent d'islamophobie. Vous en pensez quoi? Non, je ne peux pas embarquer dans les questions j'ai pas vu ce que c'était, mais je ne peux pas embarquer dans ces questions-là. Mais moi, ce que je dis, c'est que à tous ceux qui disent que le Québec est une société raciste, ça ne l'est pas. Les Québécois ne sont pas racistes. Est-ce qu'il y a du racisme chez nous? Il y en a chez nous, il y en a ailleurs. Et comptez-vous intervenir par rapport à... The price of milk is 7.5% higher. Dairy farmers are going to get richer by $750 million this year, and low-income Canadians can't afford milk. So what can the government do about this? Isn't supply management a problem right now? We need more people producing more milk. Well, I believe that producers deserve to be paid a fair price, and I would invite you to look at the increase of the cost of food in the recent years, and you will see that they have never abused this system. Actually, the increase of the cost of milk was lower than other food. And last year, only about 9% of them had revenues over their expenses. So I think the work that the Commission has done is fair. And, but having said that, I understand that the increase of food and actually inflation in general
is very high. It's not only in Canada, it's across the world. And this is why we are investing in a significant manner in supporting families with our child care programs, with the Canada Child Benefit. So we are doing, putting measures in place to support the most vulnerable. Thank you, merci. Bonjour. Souhaitez-vous que le Parlement vienne en hybride ou comme avant? Je pense que oui. Je veux dire, l'idée du Parlement hybride, c'était d'assurer une meilleure balance entre le travail et puis la famille. Je pense qu'on y gagnait tous. Tu sais, si on veut attirer des jeunes en politique, si on veut attirer plus de femmes, plus de gens qui ont des enfants, moi, je pense que la solution hybride était adaptée. C'est vrai pour les parlementaires, mais c'est vrai pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Le monde du travail s'est modifié depuis la pandémie. Alors, c'était une bonne pratique qu'on avait adoptée. Je pense que ça permettait d'abord de jouer notre rôle parlementaire, mais aussi de concilier travail-famille. Et je pense que dans cette nouvelle ère-là, j'allais dire, suite à la pandémie, il y a des choses qu'il faut s'adapter nous aussi. Il faut que ça évolue, ce Parlement-là. C'est vrai pour les travailleurs et les travailleuses, mais c'est vrai aussi pour les parlementaires. Puis moi, je pense qu'on parle d'inclusion, on parle de diversité, on parle de jeunes. C'est une belle façon de permettre aux jeunes de se lancer puis de pouvoir avoir une famille tout en étant parlementaire. En écoutant hier le discours du trône et la façon dont le français y a été massacré, je me demandais comment vous vous sentiez face à ça, vous, un francophone. Il faut toujours être là pour défendre le fait français. Vous savez, le bilinguisme, c'est un des fondements du Canada. Moi, je suis toujours un de ceux qui met de l'avant, évidemment, le français parce que c'est important dans nos institutions. Puis ça fait partie aussi de l'héritage canadien. Ça fait partie de l'identité canadienne. Alors, c'est très important. Puis je serai toujours là avec mes collègues pour en faire la promotion. Oui, mais c'était le discours du trône de votre gouvernement. On ne peut pas dire que ça défendait le fait français hier, là. Non, mais si vous regardez les interventions, ce qu'on fait, puis je pense que vous soulevez un point qu'on doit toujours, comme francophone, ici à Ottawa, comme dans les différentes institutions, toujours mettre le fait français. C'est vrai dans les différents ministères, c'est vrai dans la façon qu'on travaille, mais je pense que, est-ce qu'on peut toujours faire plus? Oui. Puis moi, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez vu, on était intervenu quand on a vu le président d'Air Canada qui s'est exprimé en anglais seulement. Vous voyez aussi qu'à chaque instant, on est là pour être garant du bilinguisme et de cet héritage-là canadien. Mais ce n'était pas un instant, vous étiez garant de grand-chose hier, M. Champagne. C'est votre gouverneur général choisi par votre premier ministre. Il y a eu des passages en français dans le discours. Suffisant? Et puis, c'est toujours quelque chose, comme elle l'a dit, comme le premier ministre l'a dit, on sera toujours là pour mettre de l'avant le fait français ici à Ottawa. Comment est-ce que vous allez mesurer son progrès en français? Écoutez, ça sera à elle de le voir, c'est la gouverneure générale. Je ne suis que ministre. Je ne suis que ministre. Elle est la gouverneure générale du Canada. Elle, comme d'autres, a dit qu'elle va faire des efforts pour mettre de l'avant, pour apprendre le français. Puis je pense que ça a été bien expliqué à l'époque. Puis on va toujours être là comme ministre, comme parlementaire, comme citoyen. Ça sera à elle de déterminer ça, mais une chose est certaine, on va toujours mettre le fait français de l'avant. Mais est-ce qu'on est trop sévère à l'égard de la gouverneure générale? Écoutez, moi, je pense qu'elle vient d'être nommée. On va lui laisser le temps de faire ce qu'elle a dit, d'apprendre plus de français. Mais c'est pas seulement la gouverneure générale de mettre le fait français ici à Ottawa. Ça vous appartient, vous, comme journaliste. Ça nous appartient, nous, comme parlementaires. Ça nous appartient. Oui, c'est vrai, mais elle doit jouer un rôle. Mais on doit tous jouer un rôle. Moi, je le fais comme francophone. On veut bien lui rapporter ce qu'elle dit en français. Elle parle pas français, M. Champagne. Je comprends pas comment est-ce que c'est sur le dos des journalistes. Non, mais je disais pas ça, mais je dis comme citoyenne, ici à Ottawa, on a toujours un devoir de mettre le fait français de l'avant. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour la classe journalistique, c'est vrai aussi pour les parlementaires, on le fait toujours. Vous êtes député du Québec, vous ne pensez pas que le gouvernement ontarien finance des capsules pour les écoles dans lesquelles on dit que la loi 21 au Québec, c'est un exemple éloquent d'islamophobie? Que je ne l'ai pas vu, mais on l'a toujours dit, là, les histoires du Québec bashing, il faut que ça arrête. Là. Je pense que le premier ministre s'est exprimé très clairement là-dessus à l'époque. Nous, on va continuer de faire la promotion du français. Je ne suis pas au courant de l'aspect particulier que vous mentionnez. C'est du Québec bashing? Je pense qu'il faut arrêter. Là. Le Québec a le droit l'Assemblée nationale va regarder cette loi-là, puis après ça, on passera, on pourra porter le jugement. Elle a lu avec beaucoup de difficulté quelques phrases. On ne peut pas dire qu'elle s'exprimait en français. On va lui donner
sens qu'elle va continuer de s'améliorer. Elle a fait la promesse qu'elle allait faire cela et puis on va s'attendre qu'on va voir des progrès. Ça vous suffit? Ça vous a pas comme un petit peu minimalement écorché les oreilles hier de voir que le discours du trône de votre gouvernement n'était pas livré avec assez de français puis d'un français de qualité? Ben, on va continuer notre travail, comme tu sais. On a la loi sur la modernisation de la loi sur la langue officielle qu'on doit livrer sous peu. Et puis, on va s'assurer de pouvoir mettre les outils nécessaires pour continuer notre travail, puis continuer de nous améliorer à la fin. Qu'est-ce que ça prend dans cette loi-là pour protéger justement les francophones hors Québec? Ben, écoute, ça prend... si on avait 1 heure, on pourrait en discuter davantage. On parle des régions désignées, par exemple. Là. Ben, écoute, en réalité, si on regarde le grand portrait, il faut vraiment avoir une assurance qu'il y a une gouvernance et pour assurer la conformité, donc une agence qui assure que les responsabilités qui sont données à chaque ministère soient respectées d'après la loi. Ça, c'est la chose la plus importante, qui respecte. Puis pour faire cela, il faut qu'on donne un pouvoir à quelqu'un qui va s'assurer que ça se fait. Et pas juste de consultation et de susciter, mais plutôt de forcer ou même pas encourager, mais que ça se fasse. Donc une grande différence. Madame Petitpas a bien compris ça, selon vous? On continue de livrer le message à tous les Canadiens et Canadiennes et à notre caucus également. On doit s'assurer qu'on fasse cela pour assurer que les prochains 30, 40, 50 ans, qu'on va voir des progrès et de façon consistante à travers de tous les ministères du gouvernement fédéral. Et Mme Petitpas partage vos préoccupations. Certainement, tout le monde partage nos préoccupations. C'est notre responsabilité d'assurer de livrer la marchandise. Bonjour, Mme Petitpas-Taylor. Êtes-vous satisfaite du niveau de français de la gouverneure générale? Pouvez-vous nous en parler un petit instant? Quand même, vous êtes ministre de la Est-ce que langue officielle? Vous êtes la ministre des langues officielles. Vous voulez pas nous parler? Vous en rappelez pas? Mon Dieu. Salut, Michael. Hey, hey, good morning. Yo. C'est pas de... La personne qui a mis ça là, c'était pas une bonne place. Ah, Maurice! Il était consigné. Il est sur le bord de demander ton passeport vaccinal. How are you? Good to see you. Bonjour, c'est Boissonneau. Comment vous allez bien? Avez-vous des secondes? On aurait aimé vous parler du français de la gouverneure générale. Comment vous avez trouvé ça hier? Voyez-vous quelle place à l'amélioration? Et je pense que le gouvernement général a indiqué clairement qu'elle va apprendre le français. C'est très important qu'on respecte les langues officielles. Et on avait probablement, je pense, 19% de son discours. Et je pense qu'elle démontre beaucoup d'intérêt pour la langue officielle de Molière et des francophones. Et j'étais encourageant. Mais est-ce que c'était suffisant, c'est ça? Mais je pense qu'on va suivre de près son progrès. Et c'était une expression pour les francophones que j'ai vue hier. Donc, c'est un bon début. Pour le Parlement hybride, M. Boissonneau, modified to ban it for people who aren't minors? We have to see what happens. Stay tuned for what comes to the House. It's a lead by Ministers Lametti and Minister Zia, but it's definitely a comment that the community has made. Est-ce que les immigrants francophones ont pourquoi est-ce que plus sont refusés quand ils sont francophones, quand ils viennent d'Afrique, pour ce qui est des immigrants qui viennent pour des permis d'études? Je me refuse avant de poser une réponse. J'ai juste commencé mes études en français avant l'élection de 2015. Quand je commence mes études, c'est impossible pour moi de participer à une conversation. Je connais juste bonjour, ça va, mais maintenant j'ai l'habilité pour communiquer comme ça. Okay. Is it a question in English? I think you're asking why about West African francophone newcomers. Yeah, so the process for welcoming newcomers is managed independently by IRCC. I think one of the things that we need to do is to hit our target for francophone newcomers to Canada, both inside and outside of Quebec. It can be a particular challenge, I think, obviously, the past year and a half in particular. I've been meeting with some of my colleagues and spoken to some of our Francophone colleagues, and particularly those from Quebec, on this specific issue. I think it's actually an opportunity for Canada to examine international students who are coming from French-speaking countries in West Africa to potentially boost the proportion of newcomers that are Francophone. I certainly don't think that there's been a decision actively to
pick one country over another. I think there's certain factors that IRCC officials assess when they're trying to admit more newcomers to Canada. And unconscious bias? look, there's no secret that over the course of Canada's history, unconscious bias and systemic racism have been a shameful part of Canada's history over different aspects of the government's operations. But one of the things that we want to do is make sure that we apply a lens to ensure that this kind of unconscious bias doesn't discriminate against people who come from a particular part of the world. Over the past couple of weeks, I've become aware of this issue, and it's something that I personally want to look into, because I don't just want to focus on the potential discrimination. I want to look at the opportunity that this presents to bring more French-speaking international students to Canada. And by the way, international students are one of the groups that successfully integrate more so than just about any other group of newcomers. We find people who are getting an education, people who speak one of our official languages, and people who may want to become permanent residents one day. And when we're dealing with once-in-a-century economic challenge with a labor crunch, to find a talented person who can successfully integrate, has the skills to join our economy in a productive way, that's a good thing, not just for the newcomer to Canada, but for our economy as well. So as of now, you're saying that there is discrimination? Is that what? Sorry, just So as of now, when's the blended visa office referral program coming back? Look, I'll have to get back to you on an answer. I don't have a specific date for you today, I'm afraid. But if you want to send a note to our office, we can actually get you something in writing, if that would be okay. So you said that you are looking into it. So as of now, are you saying that there is discrimination in your department that explains the numbers? Look, on this specific example, I don't want to lay the blame at any sort of decision to be discriminated against one group or another, but it would be silly if I were to stand here and say that in a department of 11,000 people, if you look at the different operations of IRCC, to say that there is no discrimination. I think we, in every department of the Government of Canada, have to constantly be examining examples of systemic racism and discrimination that does exist and root them out at the source. This is something that we need to do in every aspect of the operations of the Government of Canada. In the Immigration Department of Canada, there would be people working there who discriminate. Like, isn't this like the place where there shouldn't be any civil servant who has bias, unconscious or conscious, against foreigners? It's the Immigration Department. Look, I think there's a big distinction between what should be and what is. I think the vast majority of public servants who work in most of the departments I've ever dealt with, including the one for which I'm now responsible, are hardworking, talented people who want to do the right thing for the vast majority of people they come across. I'm sure that from the perspective of the user experience, there are people who feel that they've been discriminated against. I think we need to constantly be looking to make sure that the public has faith in the system, because the integrity of the system depends upon Canadians trusting that people are getting a fair shake. So to the extent we can examine every line of business that the department is responsible for, to make sure that we're treating people fairly and certainly not discriminating against them, I think that's an essential task for me to take on as minister. I'm curious, when you say you're looking at it. Sorry, I do want to go on. Towards saying. Okay, thanks, folks. I guess maybe the first thing is just sort of separate posts. I know the incident response group has been focused on BC. Yep. Can you tell us, is there some focus now on Atlantic? Yeah, of course. Government Operations Center and all my people, we're monitoring very carefully what's going on in Atlantic Canada. There is significant rainfall. Obviously, some of the highways have been washed out in Nova Scotia. We're watching very carefully southwest Newfoundland as well. I was watching the news this morning and seeing that the roadways around the Cabot Trail have been washed away, and I think it's a good reminder that we always have to be prepared. And I know the people of Nova Scotia and Newfoundland are not unfamiliar with heavy rainstorms, but this one seems to be particularly challenging. So we're monitoring carefully. At the present time, the situation does not appear to exceed the capacity of the provinces to manage it, and so our focus remains very, very, very significantly on British Columbia. We're working really closely with the BC government. There's been some improvement, but as has been said previously, we're not out of the woods. The next 9 to 10 days of weather is something we're tracking very carefully there. And thinking then about BC, I know you had to clarify that thing with CBSA and borders. What's the latest information you have on that? Yeah, that was unfortunate because the BC called
called me, and Minister Farnworth actually reached out to me and said because of the gas shortages they were experiencing, would it be possible living, particularly for those living in proximity to the U.S. border, to go across and get gas up their vehicles? It seemed like an eminently reasonable request. I contacted CBSA. There was agreement in the existing exemptions, and exemptions that we'd put in place previously for other isolated remote communities, such as Campobello Island or Stewart Hydro in northern BC. So we used the existing exemption. That was communicated by CBSA, put out information. I told the public that this was going to be allowed. Unfortunately, I think it was misinterpreted initially by some of the CBSA officers. It was identified very quickly. I heard from colleagues, I heard from the BC government that this was being identified. We moved very quickly. The clarification, I think, has been now made, and both CBSA and we, as well as the government of British Columbia, have been very clear that people who require essential goods, such as food and fuel, who don't have access to their own communities because there are significant supply chain impacts of the flood situation in British Columbia. It's particularly impactful around gasoline, and so this does alleviate the pressure. For those who were unfortunately identified by CBSA and referred to PHAC for the issuance of tickets, all of that's being reviewed to make sure that people are treated fairly. And just more broadly, I wonder, we haven't seen your mandate letter yet. Maybe you've seen one, I don't know if you have one, but just as we think about emergency preparedness in this time of rapid climate change, is it time for some reviewed government-wide approaches to what are we going to do about floods, fires? And the answer very clearly is yes. And our government recognizes, you know, as the minister, previously as the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, we've already begun very significant work on flood mapping and the development of a national flood insurance plan. But we also recognize that current infrastructure may not be up to the task of dealing with climate events that are brought about as a result of climate change, which are going to be quite impactful, as we've already seen in British Columbia. It's also, I think, an opportunity to reflect on, as we build back, you know, we talk about, you know, in response to climate change, building back greener and cleaner, but I think we're also going to have to think very hard about building back more resilient, because notwithstanding our best efforts to address climate change, it's clear that climate change is having a significant impact. You know, one or two events in British Columbia would be seen as a weather event, but I think as they accumulate, and as we've seen over the past year with the heat dome, then the forest fires, which were partly a product of that, and now with the flooding events, it's very clear that we're going to have to look at the resiliency and the effectiveness of critical infrastructure and how we protect it, roadways, the rail lines, the pumping stations and the dikes. But there are other things with wildfires. The urban wildfire interface is something that as communities build out, we're going to have to make sure that we help those communities be safer and more resilient to the effects of climate change. Thanks for your time. Thanks very much, David. Je veux savoir comment vous interprétez la soirée d'hier. Il y a eu toutes sortes de questions de privilèges. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la session parlementaire prochaine? Oui, c'était malheureux hier soir. Il y avait beaucoup de points de privilège. Et certainement, c'est important d'avoir le vrai point de privilège, mais c'était trop hier soir. Et j'espère que ça ne va pas la situation qui va continuer, parce que c'est très important pour nous de travailler sur les priorités des Canadiennes et Canadiennes. Alors, oui, quand il y a un point de privilège, rapidement, dit le point, mais 2 heures, rien dedans. Hier, c'était fatigant. Do you not think it's a priority for Canadians to find out what happened with the National Microbiology Lab, for example? Is that Well, not let me say that they know yesterday that was a matter from the last Parliament. They know that we have discussed a framework for documents on a go-forward basis. And they don't agree with it. Well, no, this is the point of working in a collaborative way, which is that we have to have a discussion about how we can ensure that all parties are satisfied with how we're going to deal with documents, not just in this specific case, but in all cases. So working with a framework so that we can predictably know exactly how documents will be dealt with, so that on the one hand we can deal with issues of national security and cabinet confidence. But the majority consensus is that they don't agree with you, and they are the majority in the House. And so I'm wondering if
First of all, actually, will the Liberals support their move to not start from scratch on the request for documents, but leave where they left off? Well, generally speaking, in a negotiation, you have two parties who start off in a position where they don't agree. And with cooperation, reason, and logic, you're able to get to a position where we do agree. And I think that we're able to reach a reasonable compromise on establishing a framework where documents can be looked at, where people can get their questions answered, and we can maintain the issues around national security and other Sur la vérification des exemptés médicaux, on vient de parler à un conservateur exempté médical. Il dit que vous n'avez pas le droit de contre-vérifier ça parce que c'est sa santé. C'est quelque chose de privé. Alors, oui, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas l'intention de vérifier la santé d'un député ou le status de vaccination de quelqu'un. C'est la responsabilité du médecin de faire ça. Mais c'est seulement, je dis que le médecin doit confirmer que l'exception médicale est la vraie exception. Ce n'est pas une type d'exemption qui n'était pas acceptable. Sur la motion, juste sur la motion, M. Holland. Well, I think this week, I've talked to a number of members of Parliament on a number of different sides who have health issues, who are, immune compromised, who don't feel comfortable in the current circumstance. I know that the NDP is supportive of continuing these hybrid provisions. I'm hopeful that the other parties will reach the same conclusion. We continue to be here in full force, forcing all of those members, including those who might be in an immunocompromised position, to be in the House. I don't think in the middle of the pandemic that's appropriate. I still hold out hope, even as we begin debate today, that we can find consensus and get this done. How long are you willing? How long are you willing to debate the? Thank you. How long are you willing to debate the motion? Ça commence aujourd'hui. Vous allez attendre jusqu'à quand avant de mettre le baillon? Oui, c'est important d'avoir un débat, mais on a beaucoup de temps de débat cet enjeu-là. Alors pour moi, aussitôt que possible, on doit adopter le système hybride. But what does that mean, aussitôt que possible? How long are you willing to wait? Well, Could it go until next week? No, look, I think Canadians have an expectation for us to get down to the business of the country. And I think they think we've spent long enough, quite frankly, debating the issue of whether or not people should be vaccinated. But what does that in mean? You're only going to wait today country, and then you'll move ahead? Well, what it means is I've just said, I'm hoping for a spirit of cooperation. I'm hoping that when we walk in today, that members will deal with this expeditiously. If they don't, we'll cross that bridge, but that's a hypothetical. Okay, Mr. thank Holland, you. I just want to ask you, just on the National Microbiology Lab, how is it that you're focused on consensus when it's the government that took the House of Commons to court, when the Liberals are the What ones I'm focused on beyond this issue is to make sure, and look, when but I I'm was asking about this specific issue. Right, exactly. So when I was in opposition, I fought very hard to create the national security and intelligence oversight process, so that specifically members of Parliament could look into every corner of government, so that there was nothing that was shrouded in secrecy. But it stays secret. But no, this is the point. There are some things that are a matter of whether or not it's cabinet confidence, whether or not it's matters of national security that, of course, have to stay out of the national eye. But at the same time, parliamentarians need to be sure of all elements and the facts that are therein. We need a framework for that, and we need to agree on the framework, and that's the basis I seek cooperation. Thank you. Monsieur Holland, savez-vous il y a combien de députés conservateurs qui en ont une extension? Oui, je sais, mais national en matière de soins de longue durée. Au lendemain du rapport au Québec de la protectrice du citoyen sur le sort des personnes résidant dans les CHSLD, le sort tragique, est-ce que ça vient conforter votre opinion qu'il faut des normes nationales au Canada pour les soins de longue durée? C'est en accord avec... en fait, premièrement, vous connaissez la situation, et moi, je l'ai vécu, évidemment, dans ma circonscription. Il y a des centaines de gens dans ma circonscription là, qui ont souffert énormément durant la COVID, et en particulier durant la première vague. Donc, comme député, je suis très conscient de ce que ça représente pour les familles et pour les gens. C'est en accord avec notre vision, que j'appelle la vision 3R. Donc, le respect des juridictions, des compétences, la responsabilité partagée et l'accent sur les résultats. C'est là-dessus qu'on va axer la plupart de nos discussions sur l'appui aux provinces qu'on doit faire. Le gouvernement fédéral a une responsabilité de contribuer à aider à améliorer les conditions de vie, la santé, la sécurité de nos aînés. Et c'est là-dessus donc qu'on va travailler au cours des prochaines semaines et des prochaines. Mais là-dessus, le Bloc québécois dit, ce que le rapport vient confirmer, c'est qu'il y a un sous-financement chronique des systèmes de santé provinciaux et que donc c'est de votre faute à vous, au fédéral, ce qui s'est passé dans les CHSLD. Vous répondez quoi à ça? Alors, c'est ce que je suis en train de dire. On va toujours respecter les juridictions. On va toujours
reconnaître que la responsabilité est partagée. Les rôles ne sont pas les mêmes, mais la responsabilité est partagée. Et on va toujours insister sur les résultats parce que c'est ce que les gens veulent. C'est pour ça que mes conversations jusqu'à maintenant avec toutes les provinces et tous les territoires sont très bonnes. Tout le monde s'entend tout à fait sur ces trois principes. Mais des normes éviteraient que des crises semblables à celle vécue au Québec en mars 2020 se reproduisent? Mais on veut éviter, mais parce qu'il y a deux choses. Hein. Il y a la crise qui nous a révélé la vulnérabilité et les conditions de vie difficiles des gens dans les CHSLD. Et c'était présent avant. Moi, je l'ai vu dans ma circonscription avant la COVID-19, que les gens vivent dans des conditions parfois d'insalubrité préoccupantes. Donc, on a tous la responsabilité, un, d'en prendre conscience, et c'est ce qu'on a vu hier, entre autres, au Québec, et deux, travailler ensemble pour que ça change à court et à long terme. Les négociations sur les transferts de santé, ça commence quand avec les provinces? Bien, on en a parlé. Écoute, les transferts, on en a fait pour 50 milliards de dollars seulement en santé depuis le début de la crise. Oui, mais je parle de renouvellement d'entente sur et là, dans la campagne, vous avez vu, il y a un autre 25 milliards de dollars additionnels aux transferts canadiens en santé qui ont été promis durant la campagne, c'est noir sur blanc. Donc, on n'attend pas, là, on agit déjà. Non, je sais plus ça, mais je parle de l'entente. Mais il va y avoir toutes sortes d'ententes, et entre autres des ententes. Mais sur la santé mentale, il n'y avait rien dans le discours du trône hier là-dessus. Il n'était pas question du transfert en santé. Ça veut dire que vous allez maintenir le statu quo, essentiellement. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on s'entend tous sur les bons principes, les principes de respect des compétences, responsabilité partagée et d'accent sur les résultats. Maintenant, comment on le fait? Bien, depuis 20 mois, on le fait en travaillant ensemble. De 50 milliards de dollars en transfert, ou bien en espèces, ou bien en nature, ça n'a pas été fait sans aucune considération. English on healthcare transfers. Pendant la campagne électorale, vous avez martelé que vous alliez en parler plus tard avec les provinces. La question de ma collègue, je pense, c'est quand est-ce que vous allez en parler? Bien, le premier ministre a été très clair. Non seulement on a dit qu'on allait en parler, mais qu'on allait en faire des transferts additionnels. Oui, mais quand est-ce que vous allez en parler? Bien, M. Trudeau a eu une réunion la semaine dernière. Les ministres des Finances se rencontrent dans à peu près 2 semaines. Moi, je parle à peu près tous les jours avec différents ministres homologues dans les différentes provinces et territoires. Donc, c'est pas comme si un jour, il va y avoir des discussions. Il y en a tous les jours presque des discussions parce qu'on progresse. On n'attend pas d'avoir de nouvelles ententes avant de mettre en place les appuis qu'on a déjà promis et qu'on a déjà mis en place. C'est quoi votre proposition? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant? Je vais y aller, mais je vous remercie de ça. Puis il va y avoir beaucoup plus de choses à... Négociez-nous un peu sur la place publique, là. C'est quoi votre proposition? When are you going to be negotiating with the provinces properly? When do they I get heard a similar to? When question will in they? English. Yeah. When will they know that what they're asking for is coming? Well, what I was saying in French, and what I'm glad to repeat in English, that we're building around a triple R relationship. So first, respecting jurisdictions. Second, recognizing shared responsibility. And third, a focus on results, because that's what Canadians want. They want a good relationship with a focus on results. Well, Canadians want a 35% annual increase. They've been asking for that for years want us now, to right? work together to not only recognize that we have different roles, but also recognize that we have a shared responsibility in, for instance, protecting the health and safety of our seniors. In my province, but that's true in other provinces too, they have enormously suffered during COVID-19, and we all agree that we should be looking after their health and safety. And that's why it's an ongoing, not only an ongoing discussion, but an ongoing support. I mentioned just in French a moment ago that we've invested $50 billion just in terms of health support. No, it's not in addition, of course, to the Canada Health transfer, the other transfers for other things. If I may, your and that's provincial continuing. counterparts are tired of it being an ongoing discussion. I think they want No. It's an actual support. Every day we are transferring tens of thousands of vaccines. We're soon going to be making available further therapeutic treatments. We're delivering free tests. And that's all right. That's exactly the things that the federal government not only wants to do, but needs to do to support provinces and territories in the difficult time that we're going through. Thank you. More action when it comes to getting guns out of our communities. Certainly, in the language from the speech from the throne, you saw a commitment to continue to move forward with some buyback programs, as well as taking some additional action with regards to handguns. So there's work to be done. We know that... What's the more part of it, though? Like, in the platform, you guys made certain promises. The more part of it being... I think the more part of it is continuing to work with every level of government, be it municipalities,
and provinces, as well as with those who are affected by gun crimes. And so whether that's through the creation of legislative initiatives, as well as providing resources to those levels of government so that they can take action that is necessary to get those handguns out of communities. And in Ontario's case, Doug Ford has pretty much said he's not interested, right, in a handgun ban, and he's not. He wouldn't even let Toronto, like he wasn't interested in giving them what they wanted, the city of Toronto. I've heard those comments. Right. I've heard those comments. Right? I think I've heard those comments, Tonda, and I would just say that in response, my door and this government's door will continue to be open to work with any province that wants to take the additional concrete steps that are necessary to get more handguns off the street. What's your message to Ford? My message is let's work together. Let's find ways to get handguns and other guns off the streets. And this is a government that is prepared to take the steps that are necessary. We've already put into place some additional restrictions and prohibitions on assault-style guns. We banned 1,500 of them. And we're prepared to do more. We need to do more. That's my message. En français là-dessus, au Québec, là, vous parlez de la situation de M. Ford, vous dites on va travailler avec toutes les provinces qui sont prêtes à le faire. Au Québec, quelle est la réception? Parce que M. Legault n'arrête pas de vous demander d'en faire plus. Avez-vous l'impression qu'il y a un compromis ou une entente possible pour faire avancer le dossier? Le message est, premièrement, il y en a trop des perdus, des vies innocentes. Et c'est une tragédie qui avait un impact dans nos communautés, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Ça, c'est la raison que nous avons fait déjà des investissements, d'ajouter des ressources à la frontière. La dernière semaine, j'avais des discussions très, très constructives avec mon homologue américain, le secrétaire Mayorkas, où je pense qu'il y a des opportunités dans l'avenir pour plus de collaboration, par exemple sur des opérations en collaboration pour arrêter le problème de trafic des armes à poing. Mais sur les armes de poing, Québec. Et sur les armes à poing, mon message est très simple. À le gouvernement de M. Legault, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour mettre en place les initiatives législatives et de mettre les mesures pour mettre en place une bannière pour toutes les provinces s'ils veulent. Mais eux apparemment, oui, mais j'espère. Ça ce que je comprends et le message de M. Legault, même de la mairesse Plante. Donc, nous sommes prêts. Apparemment, Mme Guilbeault veut beaucoup vous rencontrer. Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault à Québec. Avez-vous une rencontre qui est prévue avec elle? Oui, j'espère. Dans le Coutum, on avait commencé un dialogue, pas seulement moi, mais mes collègues au Québec. Mais le message est nous sommes prêts de travailler ensemble avec le gouvernement de Québec, avec les municipalités, s'ils veulent plus d'action, le gouvernement dit on a envoyé des lettres, on sollicite une rencontre, puis on n'a pas de réponse. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Écoute, nous sommes toujours prêts de travailler en étroite collaboration avec eux, avec le gouvernement de M. Legault, et même avec les municipalités pour mettre en place les restrictions et une bannière pour toutes les provinces. Gun smuggling with anyone in the U.S. administration last week? We had very constructive discussions, Secretary Mayorkas and I, in Washington, D.C., where we spoke about joint collaboration between our two governments. Currently, the CBSA and the CBP on the American side, there's a rather robust exchange of intelligence and information when it comes to stopping illegal trafficking of guns. And there's something called the Cross-Border Crime Forum, which we hope to use as a venue to talk. You know that's been going on for like a dozen years? No, and absolutely, and that's actually one of the things. So it's done nothing, well, right? So what did you say? What did you suggest to them that should be done? I think we both agreed that we need to re-energize that forum as a place where we can talk about increased collaboration, including through joint operations, where we can stop and interdict the illegal trafficking of guns. And I would just point out that in the last, I think, few days, inside of a week, the CBSA was able to seize nearly a record number of guns at the border. So that is a demonstration, I think, of the progress that we can and should continue to make when it comes to seizing be arresting Indigenous protesters, including elders who are just trying to defend their land? Should the RCMP be doing that? Well, the first thing I would just say is that we always want to encourage peaceful dialogue when it comes to the Coastal GasLink project. I know that from where we sit that enforcement is always a last resort.
I know that an enforcement action did take place last week in British Columbia. And I think going forward, we will continue to do everything we can as a government to encourage constructive dialogue among all the parties. You're a bit more forceful about condemning journalists. Prêt à déposer un projet de loi pour donner le pouvoir aux provinces. J'aimerais que vous me détailliez quel pouvoir exactement votre projet de loi donnerait aux provinces sur les armes de poing. Ça, c'est exactement les choses qu'il faut discuter, négocier avec le gouvernement de Québec. Qu'est-ce que c'est les paramètres de cette loi de projet? Qu'est-ce que c'est le pouvoir que la province a besoin, qu'il veut chercher? Et donc, le besoin d'interdire les armes de poing, est-ce que c'est ça que vous êtes prêt à leur donner? Il y a une ouverture pour discuter tout ça, mais il faut souligner aussi que nous avons fait déjà des investissements en partnership avec le gouvernement de Québec. Sur l'interdiction des armes de poing, M. Mendicino, est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là, à leur donner le pouvoir d'interdire les armes de poing? Ça, c'est le message. OK? Merci beaucoup tout le monde. Merci.